Moi, mes parents, la première fois qu'ils viennent me voir sur un Championnat. tournoi, un championnat, Ouais. c'était 9 ans après le début de ma carrière. Moi, Dota, c'est pas ce que je préfère regarder. Hein. Salut tout le monde, bienvenue sur Popcorn. Aujourd'hui, on est avec Seb. Salut Seb. Salut. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es une légende de l'e-sport français. T'es double champion du monde sur le jeu Dota 2. Ça, c'est pour se la péter un petit peu. Et on va parler de ton actu. On va parler de cette saison 2 de Loup-Garou sur Canal dans laquelle t'as été juste un monstre. Moi, la première question que je me pose quand je connais ta carrière, c'est pourquoi Dota ? Ouais. Pourquoi vrai. Dota ? En plus, quand on voit League of Legends, on se dit mais pourquoi Dota en fait Ouais, grave. mais quelle absurdité, c'est bête, hein, vraiment, à ça après on y était. Non, en fait, pourquoi Dota ? Parce que moi, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'à mon époque, il n'y avait pas d'e-sport, on ne pouvait pas faire carrière, c'était pas une trajectoire de vie, on était juste des passionnés, on était passionnés dans le jeu, on y jouait beaucoup, on se confrontait à d'autres joueurs qui étaient meilleurs que nous, on allait chercher la compétition en France, à l'étranger, machin. Et voilà, ça s'est tissé comme ça, mais en fait... on continuait tous nos études, on avait des jobs à côté, voilà, on avait tous une double vie, c'était notre passion. Moi, Dota, c'est une coïncidence absolue. Au lycée, j'avais un très bon copain, on habitait à côté, donc on passait nos fins de journée, les rentrées de cours ensemble. Et lui jouait à Dota de temps en temps. Quand on n'avait rien d'autre à faire, il se mettait sur son ordi, il jouait, et moi je le regardais. Et ça a été ma porte d'entrée vers Dota. Il parlait beaucoup. Il s'appelait Geoffrey, donc si un jour il tombe sur ça, je trouve et j'ai eu la confirmation qu'il n'était pas aussi bon que ce qu'il prétendait. Donc j'ai fini par lui dire bon, tu parles beaucoup, moi tu m'as l'air pas très rapide, tu vois, j'avais pas les termes à l'époque, mais on était sur un APM de 20-30 maximum. Donc je disais bon, je vais installer le jeu, on va voir. Il s'est passé ce qui devait se passer, il était rincé. Et moi, du coup, j'ai été complètement happé par le jeu. J'ai trouvé le jeu incroyable et très stimulant, que ce soit intellectuellement, techniquement. C'est un jeu vraiment où tu peux pas finir le jeu par définition. Enfin, t'es toujours... La phrase d'intro de Dota, c'est « Welcome to Dota, you suck ». Et c'est vraiment ça. Et en fait, ça, c'est vrai. 15 ans après, on a gagné 2 fois les championnats du monde. Moi, je suis toujours aussi nul à Dota. J'apprends des trucs tous les jours. Ça n'arrête jamais. Donc, moi, ça a été ma porte d'entrée. En fait, à l'époque, League n'existait pas. Ok. Il faut savoir que League, c'est un dérivé de Dota. Devant le succès de Dota, il y a une partie des devs qui se sont dit c'est phénoménal comme succès, il faut qu'on fasse une version plus accessible. Une partie a dit hors de question, les puristes, on touche pas. Et les autres sont partis faire League of Legends en fait. Et pour un moldu qui connaîtrait League of Legends mais qui connaît pas du tout Dota, c'est quoi les grandes différences entre les... S'il y en a, tu vois, parce que... Ouais, il y a beaucoup de grandes différences. Dota, je sais pas comment, c'est beaucoup plus dur à prendre en main. Okay, vraiment, c'est... Dota, par exemple, pour quelqu'un qui est un peu plus pointu sur League of Legends, il y a du turn rate, par exemple, sur Dota. Si on n'anticipe pas ce qui va se passer, on peut pas réagir assez rapidement, donc on a beaucoup d'anticipation. Un bon joueur versus un mauvais joueur, le mauvais joueur a aucune chance. Il se fait, mais... lavé. Il ne joue pas la game. La moindre différence de skill, tu la payes content. À Dota, un truc fondamental, c'est ce qu'on appelle le juke. Donc c'est la capacité à prendre des angles, à trouver des passages. Enfin, c'est extrêmement technique. On est des vrais ninjas sur Dota. Là où League of Legends, il y a un peu moins ce côté-là. Honnêtement, testez. Testez Dota, vous allez comprendre assez rapidement. Et quand je vois tout ce que tu as fait, même ce que tu représentes à l'international, les Français s'en rendent pas forcément compte, mais je suis sûr que ceux qui connaissent un petit peu l'e-sport le savent. Tes parents, ta famille, comment elle réagit à cette carrière un peu what the fuck que leurs fils leur ont offert quoi? Moi, pendant longtemps, j'ai vraiment vécu une double vie, c'est-à-dire que j'en parlais à personne. Mes colocs ne savaient pas que... Ah, même tes colocs? Ouais. En fait, je partais le week-end, donc j'allais faire une DreamHack, mais eux savaient même pas ce que c'était une DreamHack. La DreamHack, pour ceux qui nous écoutent, c'est une LAN. Hein, ouais, une énorme LAN. À l'époque, c'était les grosses LAN, la DreamHack. J'allais en Suède faire une DreamHack. Je partais le vendredi soir, je revenais le lundi matin. J'étais épuisé et j'avais gagné la DreamHack. Donc j'avais eu mon chèque, machin, tout. Et je revenais et il me disait mais pourquoi t'es fatigué comme ça? Et je disais ouais, j'ai fait la fête hier soir, dimanche soir, mais qui fait la fête dimanche soir? Je disais laisse tomber et tout, je crevais. Et voilà, et à un moment, je pense qu'après 1 an de coloc, j'ai osé leur dire bon en fait écoute, ça va te paraître, assis-toi parce que tu vas pas me croire, mais en fait je suis joueur pro de jeux vidéo. Et quand je pars le week-end comme ça, je vais faire des tournois en fait. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Il dit bah, tape mon nom sur Google. Il tape mon nom et je me rappellerai toujours le choc. Il dit attends mais c'est vrai ces conneries et tout, et il commence à voir des trucs et tout. C'était comme ça, et mes parents je leur en parlais quasiment jamais parce qu'on a eu une relation très conflictuelle par rapport à ça, et je leur en veux pas, ils avaient peur, c'était des parents qui s'inquiétaient pour moi tout simplement en disant il est en train de foutre sa vie en l'air, ça se passait pas trop mal à l'école et tout, et là il est à fond dans le jeu vidéo. C'est une période où le jeu vidéo vraiment c'est l'antéchrist. Ah bah concrètement on était vraiment les cassos de service, hein. Enfin, on va dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui ça a changé et c'est tant mieux, mais à l'époque c'était très rude. Moi mes parents, la première fois qu'ils viennent me voir sur un tournoi, un championnat,
c'est en 2018, donc c'est 9 ans après le début de ma carrière. Donc il y en a eu je sais pas combien de centaines avant. Et j'ai eu la chance qu'ils viennent en 2018. C'est la première fois que je gagne les championnats du monde. C'est à Vancouver. Il y a un stade où il y a 35 000 personnes. Ils font les 10 jours dedans. Et je sais que pour eux, ça a changé leur vie. Et puis en plus, c'est pas des grands fans de sport. C'est pas du tout le style aller voir des matchs, etc. Donc là, ils ont eu la totale. Ouais, ils ont la notion de sport-spectacle un petit peu, où Déjà, le public est galvanisé. C'est une expérience quand on connaît pas. C'est se retrouver dans un stade de passionnés, que ce soit du sport, de l'e-sport, c'est une expérience unique que je conseille à tout le monde. On ne peut pas comprendre les émotions que ça transfère tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc il faut le faire déjà, j'invite tout le monde à le faire. Et là, bon, évidemment, ils ont leur fils, donc ils sont complètement pris émotionnellement. Les hauts, les bas, ça a été un tournoi de dingue et tout. Donc non, ils ont vécu un truc. Je sais qu'après, ils m'ont remercié en disant enfin voilà, on s'en rappellera toute notre vie, ça les a marqués complètement. Et ils m'ont dit, on a compris. Ok. Je dis bon, voilà. Belle revanche. C'est bien, mieux vaut tard que jamais, c'est cool, mais c'est cool en tout cas. Ah mais ça devait être dingue, Je me mets à la place de ta daronne, qui y a le public en ébullition quand tu montes sur scène ou des choses comme ça, tu vois, ça doit être. Je pense que je sais qu'ils l'ont vraiment vécu dans leur trip et pour ça je suis super heureux et ça a changé leur vision du tout au tout. Okay. Et c'est tant mieux, mais ouais. Je suis tombé sur ton premier pseudo, je sais pas si c'est vraiment celui-là, Fucking Mad, c'était ton premier pseudo? D'accord, on sort les dossiers, on déterre tout. On a bossé. Ok. Putain, j'ai pas bien. Il faut que je trouve il y a des gars qui font ça, qui clean internet et tout. Il faut vraiment que je. Ok, ouais, non, il y a du boulot là. Et ouais, c'est Fucking Mad. Bah en fait, on m'a surnommé, bon, voilà, je veux dire, ça s'auto-explique. Ouais. C'est quoi J'avais un rapport très calme à Dota en général. Assez serein, assez calme, beaucoup de self-control quand j'étais plus jeune. Donc ils se sont dit... on va le nommer... On va l'appeler Fucking Mad, ça colle bien. Je pourrais vous demander vos premières adresses mail. Personne ne la donnera avec sérénité, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est la même veine. D'ailleurs, je donne pas ma première adresse mail, ça c'est encore pire que Fucking Mad. Je peux te demander ta première adresse mail. Hors de question. Non. Alors là, hors de question. Non, okay. Fin de parcours là. Et par contre, une fois que ça a commencé à fonctionner, et que c'est surtout en fait à cause des Américains, parce qu'on faisait beaucoup de tournois là-bas, et là-bas ils peuvent absolument pas prononcer. Donc c'était Seven Mad, Heffing Mad, enfin ils trouvaient. Moi je me suis dit non, là c'est l'enfer, il faut changer. Et voilà, du coup rebranding, on est passé sur Seb, c'est tant mieux. C'est plus soft et ça marche mieux en vrai. Dota, c'est surtout connu pour avoir notamment des cash prizes, donc des récompenses de championnat qui sont énormes en fait. En 2021, je crois qu'on était autour de 40 millions de dollars de récompenses. Ouais, c'est ça. Comment ça fonctionne? Comment est réparti l'argent? Comment j'imagine que ça intéresse des gens un peu de savoir. Clairement. 40 millions, ça veut dire quoi? Je vous raconte l'histoire rapidement. En fait, donc nous, pendant 10 ans, on jouait pour des casques audio et un chèque de 100 balles sur PayPal qu'on n'a jamais reçu. Enfin, c'était vraiment ça l'ambiance. Ça a duré pendant 6-7 ans. Il y a encore des scènes e-sport où ça se passe comme ça, hein. Je pense au genre de versus fighting. C'était System D, je parlais des DreamHack tout à l'heure. Nous, clairement, on avait juste l'argent de se payer les billets, enfin on empruntait à des copains et tout. On n'avait pas de quoi se payer l'hôtel, donc on a mis des sacs de couchage. On attendait que les admins partaient en fin de journée, on dormait par terre, on se réveillait plus tôt pour pas qu'ils aient capté qu'on a dormi sur place. Enfin, c'était vraiment cette ambiance-là. Un jour, Valve, qui est l'éditeur de jeux qui fait Counter-Strike, décide de faire Dota 2. Ouais. Ils le développent pendant 2-3 ans, et pour annoncer la sortie du jeu, ils font The International, donc la première édition de l'International, et ils disent $1 million pour les gagnants. Et là, anecdote, les 4 meilleures équipes du monde ne se pointent pas en disant c'est une arnaque. Il est évident que personne ne met $1 million pour un tournoi de Dota, donc ils n'y vont pas. Okay. C'est les Ukrainiens de Navi, qui à l'époque n'étaient pas la meilleure équipe, qui gagnent. Et on les contacte en disant vous avez été payé. Ils disent on a été payé. Et là on se dit oh là là, on a raté un truc. Ils annoncent la 2e édition et ça part comme ça. Ils mettent en place un truc de financement participatif. Donc la communauté Dota, c'est une communauté qui a toujours été très comme ça, un peu un entre-soi, parce qu'on était un peu le vilain petit canard. On a vécu comme ça. Les joueurs, si j'ai compris, les joueurs ils peuvent participer, enfin les joueurs du monde entier Exactement. peuvent donner $1 dans la cagnotte de la récompense. Et on ne comprend pas l'augmentation, comment ça a explosé si on n'a pas en tête que il y avait ce côté un petit peu reclus, on est mal accepté, mal vu de l'extérieur, et c'est tant pis, on fait notre truc de notre côté, et c'est comme ça, on ne demande rien à personne. Donc ça, c'est un peu l'ambiance e-sport de l'époque, et Dota en particulier. Valve annonce, vous mettez $10 dans le jeu, vous achetez ce qu'on appelle un compendium. Donc là, concrètement, vous avez des nouvelles fonctionnalités du jeu, des petits skins, des trucs pour améliorer l'expérience de jeu. Et sur ces $10, il y a 2,5 qui vont en augmentation de cash prize pour les joueurs pros, dont tout le monde savait qu'on avait un peu la vie dure, qu'on n'arrivait pas à vivre de notre passion. Avec ce système-là, on passe de 1,6 million
à 5, à 15, à 20, jusqu'à 40. Donc il faut quand même avoir en tête que sur les 10, il y a 2,5. Hein. Donc il y a 7,5 dans la poche de Valve quand même. Donc c'est cool pour eux. Donc les 40 millions, il y a 120 qui vont chez Valve et 40 qui vont en augmentation de cash prize. Bon, c'est des sommes qui sont astronomiques. Astronomiques et voilà. Alors c'est 40 millions à répartir sur toutes les équipes. C'est ce que j'allais dire, c'est pas le gagnant, enfin l'équipe gagnante qui remporte les 40 millions. Voilà. En fait, eux, ils récupèrent qu'une partie de ces 40 millions. L'équipe gagnante, elle récupère peut-être, je dis n'importe quoi, 15. Ok. À partager entre les 5 joueurs, la structure, le coaching staff. Alors après, chacun a des contrats, des deals différents. Bon, in fine, pour le joueur, on parle quand même de grosses sommes d'argent. Ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros quand on gagne. Donc ça change une vie, évidemment. Mais 40 millions, c'est vraiment le chiffre port d'entrée, mais personne n'empoche 40 millions de dollars. Il paraît qu'à un moment, tu étais le joueur français e-sport qui a gagné le plus d'argent au monde. C'est vrai cette stat ? Oui, et je pense que c'est toujours le cas pour le coup. Oh, excuse-nous Seb. Ouais, ça c'est toujours le cas, je pense. Ouais. J'ai une petite longueur d'avance sur la concurrence. Aujourd'hui, tu es au bord de OG e-sport. Tu suis l'e-sport en France ou pas ? Oui. Ouais. En fait, pendant longtemps, pendant ma carrière, j'ai pas du tout pu suivre parce que j'étais beaucoup trop focus. Moi, je suis un fan d'e-sport, donc aujourd'hui, maintenant, j'ai vraiment plus de temps et je suis beaucoup plus recentré sur la scène française, qui est la scène qui m'a lancé et sur laquelle, qui me tient le plus à cœur. Et qu'est-ce que tu penses de l'e-sport en France en ce moment Moi, je trouve que c'est génial. On est dans une super bonne dynamique. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que le niveau d'e-sport en France est très élevé. On a vraiment un niveau sur les jeux. Quand on regarde vraiment les top 10 à chaque fois sur les différents e-sports, les Français, alors Dota c'est une exception malheureusement, encore que j'étais là. Ouais, mais sinon, dans la stat. On regarde du LoL, du CS, du Valo et tout. Il y a tout le temps des joueurs français qui sont au top du top. Donc ça, c'est quand même un truc, faut pas le prendre pour argent comptant. Okay. Parce qu'à l'époque, Dota, on avait un vivier de talent incroyable et puis ensuite ça s'est essoufflé. Parce qu'on leur a pas montré assez de reconnaissance, on les a pas assez soutenus. Okay. Donc faut vraiment pas le prendre pour acquis, faut leur donner de la force et tout parce que c'est pas évident. Le public e-sport en France, moi j'ai vraiment comme l'un des meilleurs. J'ai toujours été à l'international, on a fait des tournois partout dans le monde et on m'a toujours parlé de l'expérience des tournois e-sport en France. Donc ça c'est une grande fierté aussi. Pareil, faut pas le prendre pour acquis, faut se le dire. Et voilà, faut continuer d'être à la hauteur. Enfin évidemment Vital, Carmine, Gentlemates, il y a des structures comme ça qui apportent énormément d'élan et de... Toutes celles que tu as citées, elles ont un point commun, elles ont été créées par des créateurs de contenu. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est une super tendance. Moi, je suis super content parce que ça ouvre le spectre de l'e-sport à une audience qui, en fait, a une appétence pour le gaming et tout, mais qui n'était pas forcément au courant du truc. Et là, je trouve que c'est génial. En plus, derrière, c'est des gens qui sont des vrais passionnés d'e-sport. Que ce soit Kamel, Squeezie, Gotha et tout. C'est vraiment des gars qui... Ouais, ils prennent leurs résultats à cœur et tout. Ouais, voilà, c'est pas des gars qui viennent d'un monde complètement... et qui ont vu une opportunité dans l'e-sport. C'est vraiment des gens qui ont une ADN e-sport, qui ont même souvent commencé par là et qui ensuite ont élargi un petit peu. Ils le font pour de bonnes raisons. Ouais, pour développer le game. Voilà. Alors évidemment, parfois, il faut jouer le jeu, entre guillemets, des médias mainstream, donc il faut un petit peu vulgariser, ou il faut avoir un peu de distance sur le truc. Mais bon, à la limite, c'est tant mieux. Je trouve que plus on en parle et plus... Voilà. Bref, donc moi, je suis un grand soutien de tout ça. Je trouve ça génial. Et quelle scène tu kiffes regarder en tant que spectateur ? Alors, comme c'est ton game, j'imagine, tu non, backstage. Moi, Dota, c'est pas ce que je préfère regarder. Hein. Non Même Dota. Ah, non, mais ça, j'imagine. Mais ouais, alors, voilà. du coup, c'est quoi le jeu moi, les jeux ? J'adore regarder CS. CS, ok. CS, j'adore. Moi, CS, rien que d'en parler, ça se voit. Je peux pas rester impassible en regardant du CS. J'adore ça. Parfois, je me suis retrouvé sur des plateaux, des interviews, des trucs avec des gens qui ne connaissent rien à l'e-sport et qui disent « Oh, mais ça va, le but du jeu, c'est de tuer des... » Je suis là. Il n'y a aucune stratégie. Mais les gars, ils planchent des jours et des jours pour travailler un round, une exécution de round sur 20 secondes. Ils ont bossé 40 heures. Ils sont non seulement monstrueux techniquement, mais c'est des cerveaux mais dont on n'a pas idée. Donc moi, admiration absolue pour les joueurs de CS. Et à part ta structure, t'as une structure que tu kiffes ? C'est pas du politiquement correct et tout, mais en fait, moi, je serai toujours quelqu'un qui donne de la force aux deux équipes. Équipe A, équipe B, toutes les structures. J'ai pas encore tout à fait réalisé que ça y est, c'est fini tout ça. Ouais, je suis encore trop mal, on est passé à un nouveau chapitre. Donc on me dit non mais Seb, c'est bon, ça y est, l'e-sport. Mais moi, non, je suis encore... voilà. Donc non, de la force pour tout le monde. Tu as participé à la dernière saison de Loup-Garou sur Canal+. Tu as fait une saison incroyable, on va en reparler. Mais déjà, raconte-nous comment ça s'est fait. C'est eux qui sont venus te chercher, c'est toi. Ouais. Comment ça s'est fait ? Non, alors j'ai regardé la saison 1, j'avais adoré. Moi, je suis un gros fan de Loup-Garou et à Dota, dans l'univers Dota, on joue beaucoup à un jeu qui s'appelle Mafia. Ok. Mais c'est juste qu'ils connaissent pas la version française parce qu'ils parlent pas français, mais voilà. Mais quand je jouais en famille ou avec des potes, parfois, c'était un peu...
moi, ça me prenait la tête parce qu'il y en avait un qui disait ah, j'en ai marre, je fais autre chose. Je dis mais non, mais tu peux pas en fait, il faut qu'on finisse la partie et tout. Et arrête de regarder ton téléphone parce que c'est en train de me tendre. Bon, bref. Donc voilà, donc moi j'ai toujours une appétence pour ce truc-là. J'ai regardé la saison 1 sur Canal et moi je suis pas trop du monde de la télé, du tout même, je regardais plus du tout la télé. Donc j'avais un a priori en me disant ouh, j'espère qu'ils ont fait un truc cool. J'ai adoré. Je me suis dit je rêverais de faire ça. Et c'est resté là comme ça. Non, du tout. Non. C'est resté une phrase que j'ai dite. Et je faisais encore de la compète un peu à l'époque, donc les réseaux et tout, j'étais pas très assidu, on va dire, sur les réseaux. Et un jour, je vois une notif sur mon téléphone, Instagram, d'un gars qui m'écrit « Je suis journaliste pour Canal+, il a mis un commentaire sur un truc, il dit « J'ai essayé de vous envoyer plusieurs messages, mails et tout, j'ai pas de réponse, donc je tente, dernier essai, je mets un commentaire là, voilà. » Coïncidence quoi, je vois vraiment le truc s'afficher. Donc sur le moment, je le recontacte, je me dis Canal, Loup-Garou, on sait jamais. Je me dis journaliste, a priori c'est pas ça, mais on verra. Je lui envoie un message en disant voilà, j'ai vu votre message, de quoi il s'agit. Il me dit bon, je suis pas journaliste, je suis casteur pour la saison 2. Parfait. Un signe. Donc bon, moi j'y vais tout droit, donc je lui dis alors là je suis partant de chez partant. Voilà, où est-ce que je signe? Il me dit non, alors ils font passer toute une série de castings et tout, ils sont très sélectifs. Au début, Farid il croyait pas trop au profil du... Ouais, il me l'a avoué après et franchement Farid c'est... une des rencontres dont je suis le plus fier et heureux parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et du coup il a eu l'honnêteté de me dire moi au début j'ai vu ton profil jeu vidéo, je me suis dit je sais pas, eux ils voient passer un nombre de profils tous aussi exceptionnels les uns que les autres, donc je pense qu'il s'est dit je sais pas, il y a tel ou tel profil, est-ce que vraiment jeu vidéo c'est là où on veut aller et tout, alors que c'est un grand fan de jeux vidéo par ailleurs. Il connaissait pas Dota, cela dit, mais en même temps, qui connaît Dota en France? Ça, c'est l'histoire de ma vie, mais... Ouais, non, mais... ils étaient super heureux, évidemment, et tout. Ça dure des jours et des jours. Ouais. Les jours, ils sont pas un peu trop longs, tu vois. Enfin, tu passes quand même 24 heures sur 24 avec des gens que t'as pas choisis, qui sont... Franchement... Là, il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance, en plus. Ouais, trop bonne ambiance. Alors, il y a plein de secrets de tournage sur lesquels je peux pas trop aller, mais ce que je peux dire, c'est que les équipes sur place sont vraiment... incroyable, parce que c'est pas forcément évident, parce qu'en fait déjà le jeu c'est un jeu qui est très prenant quoi. C'est le jeu du loup-garou, enfin ça rend dingue en fait, tout le monde manipule, dupe, ment. En plus c'est que des profils en fait où tu sais, on se connaît pas du tout avant. Il y a tout un protocole où on ne peut pas se rencontrer. Quand ils parlent des uns et des autres, ils ont des noms de code pour pas qu'on puisse entendre même un prénom, alors qu'en soi j'ai un prénom, je peux rien faire avec. Bon bah je sais pas moi, Victor est là. Qui est Victor en fait? On arrive là-bas, on se découvre. Des spécialistes de la rhétorique, ingénieurs de la NASA, l'ancien négociateur du RAID. Et tu sais que ces gens-là sont là pour te duper, te manipuler. Donc en fait, c'est une énorme prise de tête. Mais tu dors bien pendant le tournage? Non. Non, tu dors pas bien. Mais non, mais tu dors pas en fait. Mais même si on te mettait dans le lit, enfin je sais pas, le meilleur condition. C'est confortable, on va pas se mentir, mais... Non mais déjà de base, tu ne dors pas. Ouais, d'accord. Parce que t'es en hyper vigilance tout le temps, t'es sous pression. Il y a vraiment un truc comme ça, donc sur la longueur, c'est épuisant. Ça dure combien de temps? Toi, t'as fait toute la... Ça dure jusqu'à 2 semaines. Jusqu'à 2 semaines pour max. ceux qui, ouais. Donc moi qui ai gagné, j'ai fait les 2 semaines complètes. Et on est complètement coupé du monde. On n'a même pas accès à l'heure parce qu'ils veulent vraiment nous mettre dans une ambiance. Et c'est tant mieux. Enfin, tout ça, c'est ce qui fait que l'expérience est aussi intense et que nous, on est autant à fond dedans en fait. Donc non, franchement, génial. Moi, évidemment, c'était une de mes appréhensions, comment ça va se passer, comment vont être les équipes. Ils sont exceptionnels. On avait quelques questions de backstage, tu nous dis si tu as le droit ou pas d'y répondre, parce qu'en vrai... je sais même pas trop à quoi j'ai le droit ou pas, mais bon... Écoute, on va voir. De toute façon, les questions sont vraiment, tu vas voir, c'est pas du grand journalisme. Non, mais vas-y. Où est-ce que vous allez aux toilettes? Ok, bonne question. Il y a un endroit spécifique pour ça, et de temps en temps, on fait des espèces de pauses où on y va et on revient, parce que c'est un vrai sujet. Bah, forcément. Tu sais, il y a beaucoup de moments où vous enregistrez vos têtes face cam. Ouais. Ça se passe quand? Ça se passe pendant la nuit, pendant la journée? Il y a des moments privilégiés pour ça, où ils choisissent des créneaux et ils nous disent voilà, là c'est le moment où tu te poses. Nous on est face caméra et il y a une voix qui nous parle, qui nous pose des questions. Après c'est très libre, hein. Il n'y a rien de scripté, rien du tout, mais qui parfois nous pose des questions, on y répond pas, question suivante. Parfois nous on part dans un truc tout seul, parfois on parle sans qu'on nous ait rien demandé. C'est assez libre et après eux évidemment ils utilisent ce qui fait sens par rapport à l'histoire, à la manière dont l'histoire est racontée, etc. Mais ouais, c'est cool, c'est des moments d'introspection et ça aide vachement.
Parce que du coup, quand on pense à haute voix, parfois on découvre ce qu'on pense soi-même, quoi. Donc ça, c'est des moments qui étaient top. J'imagine que oui. Il y a des différences entre le moment où vous êtes une bonne dizaine et un moment où vous vous retrouvez un petit peu à 5 dans le village. Enfin, j'imagine l'ambiance elle est chelou. Elle est différente sûr. en tout cas. C'est pas la même ambiance. Et surtout qu'il reste des loups, quoi. Donc on est là, on commence à se regarder en mode... Enfin, il y a une méfiance qui s'intensifie de plus en plus. On est de plus en plus parano. Il y a la fatigue qui s'installe, psychologique, physique. Donc on crée du lien. Dans les bons et les mauvais côtés, hein, tout est intensifié. Et ça, ouais, c'est crescendo. En fait, on est genre 4-5 et on se dit, non mais là, il y a l'un d'entre nous, ou plusieurs d'entre nous, qui jouent un jeu depuis le début, qui mentent allègrement. Enfin, il y a un truc comme ça où on se regarde un peu bizarre. Nous, on a eu la chance d'avoir un groupe qui était très soudé. Ouais, ça se voit qu'il y a une bonne ambiance, même s'il y a des traîtres dans le groupe. Non, dans le jeu, honnêtement, dans le jeu, dans le jeu, on joue. Ouais. Donc voilà. Mais à côté, on aurait pu ne pas s'entendre, ça arrive. Mais globalement, il y a eu parfois. Normal, pendant 2 semaines H24, voilà. coupé du monde, c'est obligé. Moi, on me met avec ma propre famille pendant 2 semaines H24. Ouais, il y a des tensions. Je ne garantis rien. mais globalement, on a eu un groupe qui s'est super bien entendu. Et ça, je pense que ça a participé à faire de l'expérience un truc particulier. On est tous encore en contact, on a gardé un lien fort. Il y a un groupe WhatsApp avec vous tous à l'intérieur. Non mais vraiment c'est ça, on a gardé un lien super fort, on se voit régulièrement et tout. Et t'as fait une performance de ouf comme villageois, en vrai ça tout le monde l'a remarqué. Et en plus Canal, l'a super bien produit, en tout cas vraiment tu es le maître du monde à un moment comment c'est produit, bien joué Canal. C'est quoi le moment dont les gens te parlent le plus maintenant que les épisodes sont un peu sortis? J'imagine que t'as un peu débriefé et tout. On m'a beaucoup parlé de Corentin parce que t'envoies sous le bus. Ouais. Ça, en fait, je sais pas à quel point on s'en rend compte. Moi, j'ai moins de recul que ceux qui regardent sur le montage et tout. Mais en fait, au début, moi, j'étais vraiment en sous-marin complet. C'est-à-dire que j'étais un peu le gars qui est là, qui est pas trop à l'aise. J'ai dit que j'étais champion de jeux vidéo. J'ai pas du tout expliqué quel jeu, pourquoi, comment. On m'a pas trop posé la question parce que je pense qu'ils se sont dit bon. C'est un geek. Ouais, ils sont allés chercher un geek, voilà, histoire d'eux, quoi. Donc j'étais là, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça et tout. Donc moi j'étais vraiment sous les radars parce que je voulais surtout pas. Parce que je joue à loup-garou avec des potes, soit je me fais sortir première nuit, soit on pose la question, mais en fait pourquoi c'est Bella? Donc t'es loup. donc je suis le maître du jeu tout le temps. Donc là je me suis dit, ok, c'est cool, ils connaissent pas Dota, voilà, je suis sous les radars. Donc j'ai bien gardé ce personnage-là. Donc j'étais assez invisible, il m'appelait le discret, il me disait mais Sab, si viens, pose-toi avec nous, discute et tout, t'inquiète pas, prends ta place et tout. Mais par contre derrière, j'essayais le plus possible de tirer les ficelles parce qu'il fallait, surtout en tant que villageois en fait, quand t'as pas de rôle, c'est infernal. Enfin, en fait, faut pas être trop dangereux, sinon les loups te sortent. Ouais. Faut pas non plus être trop inutile parce qu'à un moment le village se réveille en disant bon on sait pas quoi faire, c'est Sébastien désolé mais voilà au revoir. Ouais. Donc j'essayais d'être un peu sur le fil. Et essayer de tirer les ficelles comme je pouvais sans être trop visible. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec Corentin, malheureusement, où j'ai mis un peu un truc en place pour qu'il parle du loup que moi j'accusais. Il attendait que ça après, hein. Il attendait que ça. Moi je lui ai juste dit, Corentin, on n'a pas pu finir ce dont on parlait tout à l'heure, est-ce que tu veux bien en parler devant tout le monde, ou ça te dérange, y a pas de souci et tout. Il me dit, ah non, avec plaisir. Et là, mais c'était un... Il l'a assassiné sur place. T'as fait la passe D, c'est lui qui a mis le but, en vrai, si on parle de foot. Et t'as mis le but comme t'as voulu, derrière ils ont voulu t'as pris trop la lumière, on a voulu te mettre sur le banc. Moi, derrière, je ne réponds plus de rien, c'est plus ma responsabilité. Et au moment où tu tires ta carte villageois, est-ce que t'as pas un peu le seum de pas être loup-garou? Honnêtement, je suis dégoûté. Mais premier degré, écœuré. Moi, j'y allais vraiment, j'étais content quoi qu'il arrive, mais je rêvais d'être loup. Donc je vois ma carte et d'ailleurs il y en a beaucoup qui m'ont dit mais toi on a eu un bon feeling dès le début parce que t'avais l'air vraiment dégoûté. Ouais, dégoûté d'avoir tiré ta carte de villageois quoi. Et je crois que ça se voit, je dis un truc genre villageois. Ouais, t'es pas plus hypé que ça. Mais flemme quoi. Il y a même pas le sourire, tu sais, je suis villageois. Alors qu'il y en a pas mal qui disaient moi je suis trop content ou trop contente parce que je voulais être villageoise et tout. Moi j'étais là mais en fait non, énorme flemme. Villageois c'est vraiment on est là quoi, c'est la chair à canon, c'est bon allez lui je le bouffe parce que... Et imagine tu te serais retrouvé loup-garou avec Sax et Alan, t'aurais joué comment? Loup-garou je m'étais fait pas mal de strats, là pour le coup ça me faisait bien kiffer donc j'avais un peu réfléchi au truc, alors que villageois j'avoue j'avais même pas pensé. Mince. Ouais du coup quand j'ai tiré la carte c'était la totale, c'était villageois, bon ok du coup on fait quoi maintenant parce que... Faut que je me trouve une alliée. Il faut que je me cache, il faut que voilà. Alors que loup-garou un truc qui m'avait bien fait rigoler, je m'étais dit ok, plus c'est gros, plus ça passe. Et si les loups-garous traînaient à 3 tout le temps? Vraiment les 3 meilleurs potes. On assume le truc, on est 3 tout le temps. On s'adore, on se fait confiance, machin. À aucun moment, les villageois se diront ils sont assez bêtes
Pour se mettre ensemble. Se mettre ensemble tout le temps. Et limite, t'en trouves un deuxième, tu te dis, oh, le ou la troisième, le pauvre. Il s'est fait manipuler depuis le début. S'il joue bien la comédie, ouais, de ouf. Ouais, c'était leur cheval de Troie dans le village. Et en fait, non, lui, c'est le troisième carrément. Tu vois. Donc là, ça m'avait bien fait rigoler. Et je m'étais dit, en vrai, je pense que ça passe. Maintenant, du coup, j'ai donné la strat comme ça, elle est inexploitable. Dommage. Mais ça m'aurait bien fait rigoler. Et est-ce qu'il y a un des joueurs avec qui tu as partagé la saison qui t'a vraiment impressionné, même qui a pu être éliminé dès le début, ou même avec quelqu'un qui t'a marqué vraiment, où tu te dis, putain, c'était une bonne joueuse, c'était un bon joueur Franchement, je pourrais tous les citer pour des raisons différentes, vraiment. Okay. Peut-être j'ai envie de parler d'un peu de Maxime pour ça, parce que Maxime, c'était le philosophe du groupe. Il est arrivé... Le pauvre Maxime. Mais je t'assure, alors Maxime, c'est un gars, déjà, il a une intelligence, une finesse, une subtilité. Moi, c'est une des rencontres. Il est doux comme garçon, ça se voit. Mais il l'est vraiment. C'est quelqu'un qui est empathique. C'est humainement, c'est un gars qui a des qualités exceptionnelles, vraiment. Maxime, il arrive, il n'a pas beaucoup joué à Loup-Garou. Donc, il n'a pas la méta du jeu. Et il se dit, ok, moi, il y a 12 personnes de confiance, 3 personnes qui trichent. Mais il l'explique bien en plus. Ouais, il l'explique. Et il dit, moi, je vais partir de la confiance et pas de la défiance. Et c'est comme ça qu'on va réussir à gagner. Et moi, au début, je me dis, vraiment, première réaction, je me dis, ok, toi, t'as rien compris au jeu loup-garou. Et en fait, en y réfléchissant, c'est lui qui avait tout compris. Faut pas chercher les loups, en fait. Parce que tu ne peux que te tromper, tu cherches les loups, tu te trompes pas, de la chance, pas de chance. Faut chercher les villageois. Voilà, il faut construire avec la confiance. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais en fait, Maxime, il l'a dit ça. Il l'a dit le premier jour. Et souvent, je suis revenu à ce qu'il avait dit, et je me disais, mais en fait, c'était brillant. Mais c'est juste que nous, en fait, il était trop loin pour nous. T'as juste reçu un message. Salut Seb, ici ta sœur. Dis-moi, t'es sorti d'un truc super intense avec ta carrière dans l'e-sport, t'as enchaîné avec la saison 2 des Loups-Garous, qu'en plus tu as remporté. On veut savoir c'est quoi la suite pour toi. Ouais, bonne question de ta sœur. Bonne question. Ma sœur Vernis Rouge, que j'adore. Dont vous pouvez écouter les streams faciles sur Spotify, c'est trop cool. C'est clair. Et c'est quoi la suite ? Bah déjà me reposer un petit peu maintenant, genre c'est bien non déjà. Moi c'est pas ce qu'on m'a dit que t'allais te reposer. Moi j'aimerais bien que tu te reposes, hein, mais il paraît que tu vas lancer un podcast. Fais un petit break. Ouais, c'est vrai. Ça fait un moment que je plonge dessus. Moi je suis passionné de sport, d'e-sport, de compète, de tout ce qui me passionne en fait vraiment c'est l'humain qu'il y a derrière. Plus que Dota, plus que voilà. J'ai vu tellement de trajectoires, de potentiels qui se sont révélés, c'est juste magique en fait. Et c'est ce qui prend au trip. Et j'avais envie de... Et je viens de l'e-sport de base en fait. Ouais, toi tu viens de l'e-sport en LAN. On jouait en LAN, les gars ils étaient derrière nous. Parfois ils nous attrapaient les épaules en mode « Oh, trop bien !» Je sais pas, par contre, vraiment, il faut que t'arrêtes de... Tu vois, parce que là je suis en train de jouer une game, enfin c'est pas possible en fait. Il faut que je tienne la souris. Mais il y avait un truc comme ça où en fait après on allait prendre un coup et on allait prendre un verre et tout et on discutait de la game, on débriefait avec les joueurs, les fans, et c'était génial en fait. Et ça on l'a un peu perdu parce que voilà, c'est comme ça, c'est les enjeux de l'e-sport aujourd'hui. Que les enjeux d'une finale de l'international ou des Worlds, c'est exactement, en fait c'est les mêmes émotions que demain j'ai un entretien d'embauche, je rencontre ma belle-mère. Moi j'ai été 10 fois plus stressé quand j'ai rencontré ma belle-mère que mais sincèrement, hein. C'est vrai. Mais je t'assure, je transpirais. Alors que, tu vois, parce que j'étais pas entraîné pour le coup. J'ai pas eu 15 ans d'entraînement de comment on fait quand on rencontre sa belle-mère. Enfin vraiment, il y a un truc. Et du coup, quelqu'un va me dire non mais en fait, gestion du stress. Je dis oui mais toi tu me parles de la gestion du stress en finale de Roland Garros, en fait ça me parle pas. Moi demain je rencontre ma belle-mère. Si, c'est les mêmes choses en fait. C'est les mêmes émotions. C'est les mêmes émotions, la même intensité. Alors on les ressent chacun différemment, ça c'est vrai. Mais ça c'est c'est lié à la personne plutôt qu'à l'enjeu, à l'événement. Et donc là l'idée c'est vraiment d'aller chercher ça pour que ça puisse inspirer à la marge les uns et les autres. Et moi-même, pour moi c'est ultra inspirant d'avoir accès à ces gens-là pour ma vie de tous les jours, qui maintenant est une vie un peu plus classique. Donc c'est podcast de rencontre avec des personnalités de l'e-sport. Mais vraiment aller chercher l'humain. Et je voulais commencer par l'e-sport. Et en fait j'ai la chance, moi je suis athlète Red Bull, donc j'ai la chance d'avoir accès aux gens du monde du sport, la musique, et en fait élargir un peu. Et tous ceux qui sont mis dans des situations où ils doivent performer, et il y a beaucoup d'intensité, avoir accès à qui ils sont vraiment, ce qu'ils ressentent vraiment intérieurement, et partager avec nous des clés de tout ça pour que ça puisse nous inspirer, quoi. Du coup, un podcast en anglais. En français. En français, ouais. Parce que moi, non, parce que quand on te suit sur les réseaux, c'est vrai. T'es en VO, j'ai envie de te dire. Ouais, je suis en VO. Ouais, c'est vrai, je suis en VO. Mais c'est une frustration pour moi aussi parce que le français, c'est ma langue maternelle et ma vie et ma carrière a fait que. Mais moi, j'ai envie de me recentrer aussi sur la France, sur qui je suis à la base. Donc non, en français. Ok. Et t'as déjà le nom de ce podcast ou... Ouais, ça s'appellera Contrôle Seb.
en mode raccourci clavier. Parce que je sais qu'on va forcément un peu drifter de l'e-sport et du gaming, mais je veux qu'on se rappelle que donc, c'est CTRL-SEB plus le nom de l'invité. Un des trucs sur lesquels je sensibilise beaucoup, c'est en anglais on appelle ça le inner speech, donc c'est la petite voix à l'intérieur qu'on a quand on pense, on se parle à soi-même. Et on peut être très très dur avec soi-même. C'est vrai, mais tu sais qu'il y a des gens qui ne se parlent pas du tout. Donc, du tout, mais vraiment. Hein. Déjà, il faut se parler. Et il faut se parler, et quand on se parle, parfois on est très dur avec soi-même. Vraiment très dur, voire blessant, voire humiliant. Et en fait, il faut se poser la question, est-ce que j'accepterais que qui que ce soit d'autre me parle de telle sorte? Si la réponse est non, il y a un travail à faire. C'est un travail de très longue haleine, parce que là on parle de culture, on parle d'éducation, c'est un truc sur le long terme. Mais déjà, en prendre conscience, c'est bien. Et l'améliorer de 1%, 2%, ça fait un gros impact. Et moi, typiquement, je m'auto-mettais des raclées terribles. Et en fait, ça me décourageait. Et je m'en rendais pas compte. Je me disais, c'est pas pour toi, t'es nul, qu'est-ce que tu fais là? Et bref, et donc c'est des trucs sur lesquels il faut travailler sur le long terme. Et ça fait toute la différence. Donc, bon, je vous laisse sur ça parce que moi, je vous mets un tunnel de 2 heures sans aucun problème. Mais tu sais que t'es ici chez toi, Seb. Okay. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. On te souhaite une très belle année 2026, en vrai, tout simplement. Merci de m'avoir reçu, c'était un grand plaisir.